Axel Kahn, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Professeur de médecine, généticien, essayiste, président de la Ligue contre le cancer, humaniste, libre penseur et marcheur et passionné d'éthique. Passionné d'éthique, on va en parler parce que dans le cadre de la Covid-19, l'éthique a toute son importance. L'un de vos derniers tweets, c'était hier, je l'ai lu. 26% des Français refusent de porter un masque au travail. 26%, c'est parfait, avez-vous écrit. C'est la réalité de notre société. C'est-à-dire... En effet, il y a un phénomène qui est français mais qui est mondial, qui est une profonde contestation de l'autorité, qui fait que toutes les préconisations de l'autorité sont contestées par une certaine proportion de la population. La limitation de vitesse, le fait de jeter des débris par la fenêtre ouverte de la voiture, j'ai lu cela, les vaccinations, je suis le président de la Ligue contre le cancer, les dépistages, n'importe quoi, il y a une contestation. Et le mécanisme, je crois simplement en deux mots, et qu'il y a eu un très grand espoir après la chute du mur, etc. Et cet espoir, dans la réalité, il a été déçu. Et évidemment, quand on est déçu, celui auquel on reproche la déception, c'est celui qui a l'autorité. Et donc il y a une contestation du pouvoir et de l'autorité, y compris de l'autorité scientifique. Oui, contestation de l'autorité scientifique, journalistique, bien sûr, et politique, ça revient d'ailleurs. Serions-nous devenus irresponsables ? C'est un peu compliqué parce que le fait de ne pas Vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question. Voilà, je vais vous dire. Allez-y. Je vous dirais volontiers oui, mais d'après mes critères et mes références à moi. Et je suis très humble et extrêmement prudent de ce point de vue-là. C'est-à-dire que je comprends le mécanisme mental de quelqu'un qui conteste les autorités et qui considère que sa responsabilité est de contester les autorités. Il n'empêche que quand ce que l'on conteste, c'est l'autorité de la rationalité d'une analyse, ça équivaut effectivement vraiment à une irresponsabilité. Alors, Conseil de défense pour préciser les nouvelles règles sanitaires, en ce moment, tout à l'heure, faut-il rendre obligatoire le port du masque en dehors de chez soi ? Alors, il faut certainement le rendre obligatoire dans tous les endroits où il y a une certaine foule, où il y a une certaine densité de population. On connaît bien la contamination. Pour l'essentiel, 90%, elle se fait par l'intermédiaire des aérosols que l'on expire quand on respire, les postillons éventuellement, mais simplement l'aérosol. Et par conséquent, évidemment, le moindre souffle va un peu le dissiper. En revanche, à l'intérieur, surtout en un intérieur qui est peu ventilé, il y a le risque d'une contamination directe, et ça c'est très important. Et dès que la foule est importante, effectivement, vous ne pouvez pas manquer d'expirer, le cas échéant, vos virus vers le voisin. Donc, d'où l'inquiétude pour la rentrée dans les entreprises, rentrée scolaire. Alors justement, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande le port du masque pour les enfants dès l'âge de 6 ans. Ça sera 11 ans en France, au collège et au lycée. Fallait-il imposer dès l'âge de 6 ans ? Alors je ne sais pas, c'est un peu compliqué, mais il est certain que les enfants eux-mêmes... Qui a la réponse d'ailleurs ? Voilà, qui a la réponse. Vous savez, j'essaye... Ces recommandations de l'OMS... C'est un domaine que je connais assez bien. Oui, mais je sais. Il n'empêche que je suis très humble. Je ne vais pas prétendre que d'un seul coup, je sais ce qu'il faut faire. Vous avez vous-même, vous interviewez, et les médias interviewent en permanence des gens qui disent « il faudrait faire, c'est un scandale, etc. etc. » Je suis plein d'admiration pour eux. J'en ai eu beaucoup sur ce plateau. Voilà, je suis plein d'admiration pour eux. Tout. Moi, je suis très humble. Ce que je sais, simplement, c'est que les enfants ne sont pas très menacés, mais évidemment, ils peuvent être contaminants. Et si l'on veut interrompre la chaîne, il y aura des infections à l'école. Si l'on veut limiter l'infection des grands-parents, moi, j'aime bien voir mes petits-enfants. Et ben, effectivement, que les enfants portent des masques, je ne sais pas à partir de quel âge, c'est une mesure qui est raisonnable. Et la gratuité ? Et la gratuité pour les collégiens et lycéens ? J'y suis favorable. Vous y êtes favorable ? Oui, j'y suis favorable parce que ça n'est pas une fourniture scolaire, voyez. Oui. D'abord, il y a des fournitures scolaires qui parfois, dans des conditions économiques, sont gratuites. Mais le masque obligatoire, il est imposé de l'extérieur. C'est une mesure, pas pour protéger les enfants, c'est pour protéger la société. Et donc, si on demande aux enfants de porter des masques pour protéger leurs parents et leurs grands-parents et la société, honnêtement, ce qui est logique, c'est de rendre ces masques gratuits. Baisser le plafond, le prix du plafond d'un masque aussi.
Ce serait Oui, une bonne parfois. idée, ça. Oui. 95 centimes d'euros, on pourrait baisser ce plafond. Maintenant, il n'y a plus de pénurie de masques, Axel On Kahn. arrive à en trouver à 5 centimes d'euros pour Oui. le port d'un masque Oui. aujourd'hui, réellement. Et il doit y avoir, de ce point de vue-là, des mesures dissuasives, parce qu'il y a une arnaque, il faut le reconnaître. Le virus circule, réfléchissons un peu, Axel Kahn. Le virus circule, le nombre de cas augmente, les Français ont justement protesté un temps contre la pénurie de masques, c'était en mars-avril. Maintenant, les Français sont réticents, certains, à porter ce masque, alors que nous en avons suffisamment. Ah, nous sommes paradoxaux, nous sommes curieux, non ? Que des Français soient réticents, je vous ai expliqué, c'est un phénomène qui est incontournable et irréductible. Ce qui est plus curieux, c'est qu'il y a des Français, et même des Français sachants, savants, des experts, qui viennent vous raconter que les masques, c'est pire que tout, c'est le principal danger, ce sont des nids à microbes, et là, les bras m'en tombent, c'est n'importe quoi. Voyez-vous, Jean-Jacques Bourdin, j'ai des enfants qui sont médecins, des conjoints qui le sont également, et durant toute la période du confinement, ils ont reçu toute la journée des personnes atteintes de la Covid. Et évidemment, eux, ils n'ont pas été contaminés. Pourquoi ? Parce que notamment, ils portaient des masques. Il y a à l'hôpital, en bloc opératoire, n'importe où, des gens qui portent des masques vraiment toute la journée. Lorsqu'on entend, y compris d'ailleurs des médecins, prétendre que le masque est dangereux, est un nid à microbes, que voulez-vous que je vous dise ? Les bras m'en tombent, ou alors c'est l'hilarité qui l'emporte. Oui. Nous pensions vivre une rentrée apaisée. C'est vrai que on a vécu... Vous pensiez vivre une rentrée apaisée, vous ? Mais oui, vous êtes un optimisme fou. Mais oui, mais parce qu'il y a eu ce printemps terrible, un été où nous nous sommes relâchés et nous pensions que la Covid était presque derrière nous. Pas du tout, pas du tout. Nous sommes de nouveau devenus anxieux. Nous avons peur. Est-ce que nous devons avoir peur ? Alors je vais qualifier la situation, si vous voulez bien. Allez-y. Je vais donner des chiffres. Elle est anxiogène ou pas ? Je vais donner des chiffres. Allez-y. Fin mars, je ne vais pas préciser les bases de calcul, mais fin mars, il y avait 200 000 personnes qui étaient contaminées chaque jour, jusqu'à 500 000 d'après certains calculs. Aujourd'hui, on est à 5 000 personnes en moyenne qui sont infectées chaque jour. Il y a une différence tout à fait considérable. Donc, il faut savoir relativiser. Cela étant dit, ces 5 000 augmentent. Et oui. Le nombre de personnes infectées, le taux de contamination a été multiplié par 3 depuis le début juillet, depuis le milieu juin. Et donc ça, c'est tout à fait important. On sait très bien que s'il y a une cinétique exponentielle, ça peut exploser. Il est encore possible, je vous le dis Jean-Jacques Bourdin, il est encore possible d'éviter la récidive de phénomènes que nous avons vécu fin mars et avril, à une condition de ne pas faire les couillons. Ça, c'est extrêmement important. D'être conscient que 26% des personnes soient irréductibles. On n'y peut rien. Mais que les autres, ils sachent faire marcher ce qui leur sert pour réfléchir, pour penser, pour analyser. Il est possible d'éviter la récidive de la catastrophe. Évitons-la. Évitons-la. La situation n'est pas si inquiétante que cela, alors. C'est ce que disait tout à l'heure Jean-François Delfrécy sur RMC. Elle n'est pas si inquiétante que cela ? C'est pas qu'elle est préoccupante. Elle est préoccupante. Si on ne prend pas la mesure de la situation, elle deviendra inquiétante. Et si on continue de ne pas prendre la mesure de la situation, elle deviendra grave. Voilà. Est-ce que nous vivons une dictature sanitaire ? Parce que cette question est posée, je la lis sur les réseaux sociaux. Vous le savez, certains s'expriment en disant nous sommes privés de liberté, C'est absurde. Vous savez absurde. Quelle est la définition ? Pourquoi est-ce absurde ? Je vais vous dire. Vous savez, je vous ai toujours répondu à vos questions. Alors c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Quelle est la définition de la liberté ? La liberté, nous le savons, mais un des critères importants, c'est que la liberté s'arrête là où elle nuit à celle d'autrui. Oui. Et par conséquent, la liberté d'autrui, c'est de n'être pas infecté. Et depuis très longtemps, alors que l'on se bat et on peut mourir pour la liberté, on sait les limitations à l'exercice de la liberté pour des raisons sanitaires. Ce sont les isolements, ce sont les quarantaines, ce sont les maladies à déclaration obligatoire. Nous sommes dans une situation sanitaire où pour pouvoir exercer sa liberté, notamment de n'être pas malade, en effet, il y a des mesures qui sont des contraintes qui doivent être réfléchies et librement admises. Le principe et le mot de dictature sanitaire, il est absurde. Oui.
Oui, mais des impératifs donc épidémiologiques s'imposent. Oui, mais les exigences socio-économiques disposent, non? Axel Kahn. Oui, alors là, Hier, j'entendais Bruno Le Maire dire l'urgence économique et l'urgence sanitaire sont au même niveau. Franchement, est-ce vrai? Écoutez, c'est compliqué. C'est compliqué. Ben oui, c'est compliqué. Là encore, en 2 mots, Oui. La situation. Cette pandémie de la Oui. Covid, qui est la première pandémie du 21e siècle, a été précédée au 20e siècle de 4 pandémies virales qui étaient presque toutes plus graves ou aussi graves que la Covid. Et la grande particularité de la Covid n'est pas qu'une pandémie couvre le monde. Ça, c'est inéluctable. Il y en aura d'autres. C'est que la société du 21e siècle réagit de cette manière-là, avec ses conséquences économiques. Mais c'est comme ça. On n'y peut rien. Je veux dire que on pouvait, en 1950, en 1968, 70, les 2 dernières pandémies, 57, 68, 70, les 2 dernières pandémies virales, on pouvait, ma foi, faire la part du feu. Et puis, il y avait quelques dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes qui mouraient, peu importe. Aujourd'hui, au stade de développement de la science, aucun gouvernement n'est capable de dire, écoutez, on va laisser filer et il y aura quelques dizaines, centaines de milliers de morts. Ce n'est pas possible. Et par conséquent, en effet, ce qu'il y a d'original dans cette pandémie, c'est la réaction de la société. C'est la réaction de la société. Alors, la pandémie... On parle beaucoup d'un vaccin. Vous êtes très optimiste sur le vaccin. Vous pensez qu'il sera... Depuis le début, oui. Depuis le début. Vous pensez qu'il sera disponible. D'ailleurs, des essais sont très avancés partout dans le monde. On en parlait hier avec ça ne veut pas dire le professeur très Fontanet. durable, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais faudra-t-il rendre la vaccination obligatoire? Ça, c'est un peu compliqué. C'est pas forcément... Honnêtement, là, je vais pas me prononcer, c'est compliqué. C'est-à-dire que on sait très bien que ce qui est important, c'est qu'on ait un taux de couverture vaccinale supérieur à 60%. Et honnêtement, qu'il y ait une réaction de lutte contre l'autorité, parce qu'on le rend obligatoire, etc., ou alors qu'il y ait une adhésion, si l'adhésion donne le même résultat, eh ben on passera par l'adhésion et on ne passera pas par la vaccination obligatoire. J'ai remarqué ce que vous avez écrit à propos de la santé devenue une exigence absolue. Ça me paraît essentiel, exigence absolue de la population. La mondialisation a poussé à la délocalisation. Il y a une prise de conscience aujourd'hui, grâce à la Covid-19. Prise de conscience qu'il faut rapatrier la fabrication des médicaments. C'est la même chose pour le cancer, dans la lutte contre le cancer. Dans la lutte contre le cancer, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est qu'il y a une sidération liée à la Covid. Oui. Et alors même que le cancer, tous les ans, est infiniment plus dangereux, plus grave, plus mortel que ne le sera la Covid, on a oublié... Je rappelle que le cancer fait plus de morts que la Covid, beaucoup plus. Tous les ans, en France, 156 000 morts. Tous les ans, on aura heureusement pas 156 000 morts par la Covid. Et à un moment donné, une partie de la population a été prête de baisser les bras. Et cet adversaire, le cancer, évidemment, il est extrêmement malfaisant, redoutable. Il suffit que l'on baisse la garde pour qu'il avance. Et c'est la raison pour laquelle la Ligue contre le cancer, de toutes ses forces, s'est mobilisée. Elle et d'autres, on est parvenu, je crois, à indiquer, écoutez, s'il faut vivre avec la Covid au moins un certain temps, évidemment, c'est pendant des dizaines d'années, des centaines d'années qu'il faut vivre avec le cancer. Et donc, on ne baisse pas la garde contre notre ennemi habituel. Bien, je vais revenir sur le cancer, Axel Kahn, mais il y a un fait qui m'inquiète. Je vous le dis, c'est une réflexion. La circulation des personnes dans le monde. Circulation des personnes, ça veut dire circulation des idées, circulation des cultures dans le monde. Avec la Covid-19, les frontières se ferment. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne qui ferme ses frontières pratiquement aux Parisiens et à tous ceux qui viennent du sud de la France. Donc la circulation des personnes, circulation des idées, circulation des cultures, repli sur soi dans les continents, dans les pays, n'est-ce pas inquiétant à moyen et long terme? Jean-Jacques Bourdin, je suis d'accord avec vous. Bien. Totalement. Ça me fait plaisir, mais voilà. J'ai réfléchi à ça. Je vais développer un peu. Oui, allez-y, développez. Et il y a des conséquences de la Covid, de la pandémie actuelle, qui sont des conséquences, pour l'essentiel, très défavorables. Oui. Au niveau familial, au niveau de la circulation, au niveau de ce qui fait communauté.
Oui. Je veux dire que le caractère tactile de la manifestation de l'infection, le bisou du petit enfant chez les grands-parents, les gens qui vont d'un bout du monde pour aller voir l'amant, l'amante, etc. Tout cela, c'est un monde qui a tous ses avantages. C'est le côté intéressant du monde, de la mobilité et de la convivialité. Et cela va reconnaître un repli, un recul, sans doute de plusieurs années, de plusieurs décennies. Ce n'est pas le seul aspect négatif de la crise de la Covid. Certains, d'un optimisme tout à fait démesuré et sans raison, se sont laissés à dire le monde d'après sera extraordinaire, merveilleux, et sera plus jamais le monde d'avant. Honnêtement, moi je pense que le monde d'après a toutes les raisons d'être un peu comme le monde d'avant, en pire. Et tout ce qui se passe aujourd'hui me confirme dans cette vision un peu pessimiste. Bien, Axel Kahn, le cancer, j'y reviens, tue plus que le coronavirus, mais n'est pas contagieux. Et c'est la grande différence, non? Parce qu'il suscite à la fois un effroi, mais en même temps, il n'y a pas de peur immédiate, comme il y a avec la Covid-19. Vous avez raison, et c'est bien la raison pour laquelle il se trouve, pour des raisons de ma vie professionnelle, que je connais très bien les maladies infectieuses, je les ai suivies, etc. Et lorsque, président de la Ligue contre le cancer, la Covid-19 s'est abattue comme cela sur la France, je n'ai pas du tout négligé l'aspect de la contamination. Et on a donné des consignes, des conseils très tôt. On a essayé d'accompagner les personnes malades du cancer. C'est-à-dire, vous avez totalement raison. Et en particulier, voyez-vous, la maladie, la Covid, le virus COV2, il se propage, y compris chez les personnes fragiles parce qu'atteintes de cancer. Et donc, on était particulièrement préoccupés. Donc, vous avez raison, oui, c'est une particularité d'une maladie infectieuse. Alors, pendant la Covid, les diagnostics ont été beaucoup moins nombreux. Est-ce que la situation s'est améliorée? C'est ça qui est embêtant. C'est-à-dire que oui, pendant la Covid, il y a eu environ 50% de diagnostics en moins par rapport à ceux qui étaient attendus. Mais aujourd'hui, on tarde à retrouver le rythme normal et à rattraper le retard. Et on tarde parce qu'il y a encore une limitation importante des diagnostics qui exigent des endoscopies, des tubes que l'on met par les différents tuyaux, etc., ou bien des chirurgies avec biopsie, etc., etc. Et puis il y a l'embouteillage. Il y a tous les diagnostics qui n'ont pas été faits, et puis ceux qui normalement devraient être faits. Et aujourd'hui, il y a une prolongation du retard, et plus le retard dans le diagnostic se prolonge, et plus les conséquences de ce retard risquent d'être préjudiciables. C'est la raison pour laquelle il y a une vraie mobilisation du monde de la lutte contre les cancers aujourd'hui. Et je dis à toutes les personnes qui peuvent suspecter qu'elles ont un cancer, aujourd'hui, vraiment, il faut sans tarder que vous alliez consulter. Je voudrais terminer avec ce besoin d'éthique. Pourquoi aujourd'hui avons-nous besoin de plus d'éthique? Pourquoi? Plus le monde est difficile, plus le monde est préoccupant, plus la question « qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ?» Quelle est la meilleure solution se pose. Et ça, c'est vraiment la question d'éthique. Et par conséquent, quelle est l'éthique d'un médecin confronté à la pandémie? Comment son éthique médicale, professionnelle, va-t-elle s'exercer? Quelle est l'éthique des essais médicaux? Quelle est l'éthique de l'entrée ou pas en réanimation? Quelle est l'éthique? Je vais vous donner un exemple d'une critique importante que je vais faire. Je fais pas partie de ceux qui, chaque fois qu'ils sont à la télé, disent c'est dramatique, il faut condamner un tel. Mais il y a un point où, manifestement, je ne peux qu'être choqué. Les Chinois nous avaient avertis que les personnes âgées étaient extrêmement Je sais que ça vous tient à cœur. Extrêmement vulnérables. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que très tôt, début mars, on a commencé à limiter les visites dans les EHPAD. Cela étant dit, on n'a donné aucun matériel au personnel des EHPAD pour se protéger. Pas de masque, pas de surblouse, pas de Charlotte. On ne les a pas testés. Ça a été une hécatombe. Là, évidemment, il y a un manquement éthique de la part des autorités. Parce que nous ne regardons plus la mort, peut-être, parce que nous nous croyons immortels. Aujourd'hui, la science et la technique, non. Non, c'est pas ça. Nous rêvons d'immortalité. C'est vrai qu'on rêve, on sait qu'on ne l'a pas, mais d'un autre côté, on n'a jamais autant regardé la mort. Vous vous rappelez, durant le confinement, il y avait Jérôme Salomon qui, tous les soirs, énumérait le nombre de morts. Et il y avait des millions de personnes qui notaient le nombre de morts. D'accord, on notait le nombre de morts, mais on a peur, surtout. Alors, on n'en parle pas. Là où vous avez raison, c'est qu'on a été prêt à tout mettre en œuvre. D'ailleurs, le président de la République a utilisé ce terme pour
éviter la mort. Parce qu'en effet, on considère que c'est pas la peine d'avoir développé la science comme on l'a développée si on ne mobilise pas tout ce que la science a, même au prix d'un effondrement de l'économique, pour éviter la mort. Ça, c'est une des grandes caractéristiques de cette crise du XXIe siècle. Merci Axel Kahn pour ces réflexions. C'était important de dire tout cela. Merci. RMC BFM TV, 8h54.